Bonjour Gilles. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie de Gilles Bourreau au Livre dans la rue à Clamecy, édition 2025. Alors Gilles, je me suis un petit peu renseigné et j'ai vu que tu écrivais des romans qui étaient quand même un peu affiliés à l'imaginaire, à la science-fiction, ou en tout cas l'étude un peu sociologique à travers ce biais-là. Les deux premiers, tout au moins. Oui, les deux premiers. Les deux premiers, tout au moins. Ouais. Il y a une personne qui m'avait demandé un jour si si le choix de la dystopie était une manière de se planquer. Oui. Et j'avais amené la réponse que c'était pas du tout le cas. En fait, c'est une autre manière de présenter de projeter le réel, ou peut-être en différant cette notion, surtout en ce moment agressive de réalité pour les gens, en la transférant dans le futur, de leur dire en fait que c'était pas forcément quelque chose de très négatif et de très acquis, alors qu'on est quand même dans la dystopie. Oui. Donc, comment présenter un futur ou un présent aux gens en disant non, vous inquiétez pas, ça peut être autrement si on se bouge. C'est très pratique pour ça, le futur, la dystopie, la projection, sans aller jusqu'à Orwell à projeter à des siècles en avance. Oui, mais enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui ne comprennent pas que la science-fiction, c'est le meilleur moyen pour parler d'aujourd'hui. C'est la meilleure moyen pour parler d'aujourd'hui. Alors oui, ça c'est une perception, mais l'autre perception, c'est ceux qui pensent qu'on fait ça parce qu'on a peur d'aujourd'hui, qu'on fuit aujourd'hui. Donc voilà, oui, les deux sont intéressants. Oui, je pense qu'en fait, les gens qui ont créé, on le voit bien avec Orwell, mais c'est pas le seul, une grande partie des auteurs de science-fiction, je pense, étaient des gens extrêmement intéressés par leur époque, par la sociologie et la politique. C'est des gens très impliqués. Mais c'est vrai qu'il y a un côté pratique. Moi, j'ai fait un petit peu de radio, là on était dans l'immédiateté, on pouvait mesurer même chez les auditeurs l'aspect, leur perception totalement négative, de pas aimer en fait se faire rappeler tous les jours que c'est pas facile, qu'il y a un contexte sociopolitique pour plein de gens qui est compliqué. Leur rappeler tous les jours en fait c'était pas bien. La science-fiction, ça permet vraiment de se décaler un tout petit peu. D'accord. Et pourquoi, si tu as choisi ça, c'est parce que toi-même tu es lecteur de science-fiction ou Pierre, absolument pas. Absolument pas, d'accord. Absolument pas. Mais j'ai fait des chroniques politiques en radio et en blog et ainsi de suite, des formats courts pendant des années en fait. Et donc voilà, je m'intéresse énormément à la vie, à la société actuelle. Et ce que j'avais à dire me semblait tellement, je vais pas dire improbable, mais réservé peut-être à une élite entre guillemets pseudo-intellectuelle qui a tendance à s'informer plus que la moyenne, à avoir la sensation d'avoir les bonnes sources, et on a toujours l'impression d'avoir un coup d'avance dans cette maîtrise-là. Alors je me suis dit non, c'est pas possible. En fait, si j'écris au présent, les gens vont dire qu'est-ce que c'est que cette oiseau de mauvaise augure. Encore une fois, pour projeter dans le futur, c'est non, c'est pas la vie qui vous attend, c'est la vie qui vous attend, qui nous attend si on bouge pas. Ouais. Et je pense que c'est un genre qui est en train de revenir complètement à la mode d'ailleurs, chez les jeunes entre autres, parce que quand on parle de résilience aujourd'hui avec les projections entre autres environnementales, on a tout le loisir de mesurer qu'on est projeté dans le futur. On dit dans 50 ans, on ne pourra plus vivre sur Terre. Donc c'est déjà une forme de dystopie, quoi. Alors par contre, moi ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que autant les jeunes sont concernés, on va dire, par le côté environnemental, ouais. Enfin pas tous, encore que une partie quand même intéressante, mais ils sont pas tellement, j'ai l'impression, beaucoup intéressés, concernés par l'aspect politique, sociétal, démocratie, tout ce qui touche aux libertés, etc. Ils ont un sens de la liberté qui est profondément égoïste et pas tellement collectif. On a une espèce, effectivement, un espèce d'amalgame entre malheureusement cette génération issue elle-même de parents consommateurs. Oui. Parce que je racontais ça le jour dans une note de blog. En fait, les anciens de 70 ans aujourd'hui, ils sont arrivés après-guerre. Et c'est des gens qui ont porté les 30 glorieuses et qui ont consommé. Il ne fallait pas s'attendre de la façon dont la plupart ont élevé leurs enfants, sur ces valeurs-là, que les gamins soient différents. Mais je pense quand même que leur projection politique, en fait, est totalement à changer d'espace par rapport à ce que nous on a vécu dans notre génération. C'est-à-dire qu'ils font de la politique autrement. Ils vont faire de la politique sur une action ponctuelle et se désintéresser pendant 3 semaines ou 3 mois derrière de tout le reste. Mais ils sont actifs, en fait, parce que la vraie question, c'est de faire de la politique ou dire la politique, la raconter, c'est une chose. Et la façon dont on agit dans son monde, dans sa réalité, en fait, au quotidien, c'en est une autre. Je suis pas sûr que les gamins soient moins impliqués que nous aujourd'hui. Je suis pas sûr que notre génération soit non plus très impliquée. C'est une question très culturelle, très éducative à mon avis. Ça dépend des milieux. Moi, je vois, j'ai des tas de copains. J'ai moi-même milité un peu chez les Verts il y a 30 ans. J'ai des tas de copains qui ont été militants, qui sont encore militants.
Et en fait, justement, les utopistes, c'est un peu le principe. Qu'est-ce qui les motive? On se rend compte qu'en fait, sociologiquement, au départ, ils sont quasiment tous issus des mêmes milieux intellectuels, culturels, voilà, ou même financiers, voilà, ce que je qualifierais des trois élites éduquées, quoi. Oui, d'accord. Mais bon, heureusement qu'il n'y a pas que ces gens-là, parce que moi je suis issu de parents ouvriers, donc et j'espère être un peu concerné par cet aspect. C'est superbe, c'est d'autant plus remarquable quand on arrive à ça. Malheureusement, il y en a, c'est pas la première fois que j'entends ça. J'ai aussi des potes ouvriers, effectivement, qui se sont intéressés beaucoup. Et d'ailleurs, je sais bien chez les ouvriers qu'on militait le plus à l'époque du Parti communiste, à une époque. Oui, oui. Mais eux, maintenant, malheureusement, une grande partie s'est détournée. On sait où ils ont terminé au niveau électoral. Et dans le monde ouvrier, aujourd'hui, je vois des gens qui sont plus dans une politique de l'autruche que d'acceptation de quelque chose qui est quand même assez monstrueusement craignos, qui fait peur, quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Alors, donc, oui, en fait, il y a un certain point commun avec. J'ai interviewé Norek il y a 3 semaines, et il m'avait dit que, en fait, il se servait du polar pour parler des sujets qui lui tenaient à cœur. Donc, j'ai l'impression que tu fais un peu pareil. Ouais. En fait, c'est devenu le dernier vecteur, le dernier outil que j'ai compris utile. Comme je te l'ai dit, j'ai eu la chance, bon, j'ai fait une carrière dans la communication, j'ai touché à l'outil vidéo, avec l'espèce de manipulation qu'il peut y avoir dès qu'on rajoute du son ou de l'image dans un propos, un outil créateur d'émotions. Après, ça m'a un peu gonflé, je suis passé à la radio, d'une façon bénévole, mais pas en 10 ans, d'une façon très impliquée. Et là, la radio, c'est bien parce qu'on a déjà retiré l'image, donc on laisse un petit peu plus de temps à la personne pour absorber l'information, sauf que ça reste un média en temps réel. Et ce média en temps réel, le temps qu'on réfléchisse à une idée, la suivante est déjà arrivée. Et je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, l'écrit, c'était le seul média qui laissait le temps au récepteur de se poser, de lire, d'intégrer, de reprendre, de revenir en arrière. Et donc, je me suis focalisé sur ce média-là, mais le propos reste le même, ça reste pour moi un outil pour faire passer des... C'est sûr que le livre, c'est le seul média qui laisse le temps de réfléchir. Après les autres, on est toujours dans l'immédiateté. C'est ça. Et on court toujours après la nouveauté. C'est ça. Et alors, de quoi parle de 6 petites choses? Alors, de 6 petites choses a pris le contre-pied complètement. J'avais l'impression d'être un petit peu vide et d'être arrivé au bout justement de ce propos. Parce que 2 livres de 300 pages, 600 pages, si on est dense, on met énormément d'idées dedans. On peut mettre énormément d'idées dedans. Et j'avais, moi, de toute manière, déjà un fort goût pour l'humain, parce que ce qui m'intéresse, c'est les gens. Et je me suis dit, est-ce que je peux prendre le pari de faire un gros livre, un livre long, sur une chronique, ce qu'on appelait, quand on était gamin, des chroniques de mœurs, les études de mœurs, sur une pure chronique sociale. Et je me suis dit, oui, mais pour raconter quoi? Et j'ai trouvé le chemin entre une expérience de musicien et de ce que m'avait généré cette expérience forte de groupe, de collectif, par rapport à un propos politique qui constate que, en fait, le fait que nous ne soyons plus capables d'imaginer une vie collective aujourd'hui, où ça devient extrêmement complexe, ça commence par les couples, mais bien évidemment ça continue dans les associations, on voit des baisses d'engagement, dans les groupes de musique, toute vie collective aujourd'hui est extrêmement compliquée pour tout le monde, en fait. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui me rapprochait vraiment de mon propos de fond, qui est, sans les autres, en fait, on n'est rien. Parce que ces 3 bouquins racontent un peu la même chose, sans les autres, on n'est rien. S'il n'y a pas de militants, il n'y a pas d'avancée. S'il n'y a pas de gens qui se bougent et les lois n'évoluent pas. Et donc, qu'est-ce qui fait que dans un groupe, quand vraiment tout est compliqué, que la vie autour est compliquée, que les métiers sont compliqués, que les gens ont des galères personnelles, et qu'en plus, il arrive une grosse galère dans ce groupe, qu'est-ce qui reste comme capacité de résilience collective aujourd'hui qui laisse peut-être une chance à notre société d'échapper au pire? Et donc ce bouquin, là j'ai complexifié un peu l'histoire d'une façon totalement simple, un peu amusante j'espère, raconte la vie d'un groupe de musique, se plonge dans un groupe de musique à qui il arrive quelque chose de pas drôle et regarde les réactions. Oui, avec j'imagine différentes réactions. Bien sûr. Issus elles-mêmes de milieux sociaux différents, de parcours différents. D'accord, oui, ok. Et donc, c'est un peu tiré de ton expérience musicale, j'imagine. La partie musicale, oui. La partie, nous sommes tous une grande famille avec ce qu'il en résulte et ce qu'il en reste quand il y a un clash aussi. Bien sûr, il y a toujours, en fait, je pense que je suis incapable d'écrire et de broder s'il n'y a pas du vécu. C'est pour ça que je passe énormément de temps, je suis un très gros fan de bistrot. J'ai besoin d'aller dans les endroits où les gens sont cabossés, où ça vit. Et je m'inspire de tous ces profils. Et tous ces personnages, en fait, sont hantés par des réalités, des gens que j'ai croisés. Les 3 bouquins. Oui, non, mais en fait, c'est important parce que je pense aussi qu'un bon livre, ça se base sur un personnage auquel on croit. Si on ne croit pas au personnage, je ne peux pas croire en l'histoire. Oui, à la fois, je suis admiratif. Je crois qu'il y a des gens qui arrivent à broder et à inventer totalement des profils. Après, est-ce qu'on peut le dissocier d'une expérience personnelle? J'ai plus de mal à le croire.
Non, mais on peut broder des personnages en mixant plusieurs personnes qu'on connaît. C'est ça. Voilà, C'est ça. on se base toujours sur une partie du vécu. réelle. Ouais, Il y a c'est ça, toujours une c'est partie ça. de vécu, c'est obligé. C'est ça. Après, on n'est pas obligé de prendre Monsieur Machin qui jouera le rôle de Monsieur Truc dans le livre. C'est autre chose. C'est ça. Après, voilà, les personnes, c'est comme dans un film, hein, je veux dire, on peut trouver des films excellents si on occulte le film de voiture ou de baston, on peut trouver des films absolument excellents et regretter des traitements de personnages secondaires mal faits, trop légers, particulièrement dans le cinéma américain. Et j'étais très attaché au cinéma français avec ses gueules, avec ses seconds rôles qui avaient autant d'importance que les premiers, quoi. C'est vrai. Oui, mais moi je pense qu'aussi dans un bouquin, les personnages secondaires, il faut pas les occulter. Ils sont pas aussi importants, mais presque aussi importants que les Ils autres. sont même des fois déclencheurs, c'est amusant de les rendre déclencheurs. Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs le cas dans le polar, c'est souvent les personnages secondaires qui s'avèrent être le méchant ou le... Ouais, non, mais oui, je suis assez d'accord. On est assez d'accord sur comment on écrit un livre, un bon livre. Mais écoute, merci Gilles. C'est moi qui te remercie beaucoup. Et puis, bon salon, plein de nouveaux clients et à bientôt. Et merci pour cette rencontre. Salut.